Africa, Bantu, to the world, Bantu. Quand on dit qu'un homme averti en vaut deux, je crois que cette phrase vaut son pesant d'or. Et les gens qui ne comprennent pas rigolent avec cela. Ça, c'est une phrase, comme on dit en anglais, pregnant with meaning. Volodymyr Zelensky va bientôt apprendre à ses dépens. Africa, Bantu, to the world, Bantu. Il aime la provocation, il compte sur les États-Unis d'Amérique, il est chez Donald Trump à Mar-a-Lago, il fait envoyer les drones kamikazes sur la résidence privée de Vladimir Poutine. Et ce qui est vexant, c'est qu'il y a un centre de commandement nucléaire près de cette résidence de Vladimir Poutine. Et Poutine les avait avertis. La Russie avait averti à travers son ministère des Affaires étrangères. Vladimir Poutine himself avait appelé Donald Trump pour lui dire que tu vois ce qui s'est passé, moi, je ne veux pas l'éliminer. Mais l'éliminer, ce n'est pas un problème pour moi. Et avec les tirs des missiles hypersoniques Kinjal et Oreshnik, le message est clair. Les Américains aujourd'hui analysent ces tirs-là en quoi, les amis, que c'est une menace. Zelensky a demandé que vraiment, il faut réagir. Il a fait appel au Conseil de sécurité des Nations Unies à travers la France. Ça va aider en quoi? Les Américains, à travers les experts, disent clairement aujourd'hui que les missiles Oreshnik peuvent détruire le bunker de Volodymyr Zelensky. Le lieutenant-colonel à la retraite de l'armée américaine, Daniel Davis, l'affirme sans détour. Le bunker du président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait se transformer en piège mortel face à la menace des missiles Oreshnik. Selon lui, ces armes supérieures aux systèmes américains les plus avancés sont capables de frapper n'importe quelle cible, rendant toute protection tout à fait illusoire. Davis s'exprime sur sa chaîne YouTube, lançant un avertissement clair qui mérite d'être entendu par tous ceux qui envisagent le conflit ukrainien sous un angle militaire. Si Zelensky, par exemple, doit se réfugier dans un bunker, cela ne lui servira à rien. Si une telle arme a repéré une cible, elle pénétrera ce bunker comme un couteau dans du beurre. Cette affirmation choc pose la question cruciale de la sécurité nationale et des véritables capacités de défense de l'Ukraine face à une escalade militaire. Les missiles Oreshnik, selon Davis, présentent un potentiel dévastateur, suscitant des inquiétudes majeures quant à l'efficacité des systèmes de défense aérienne déployés par les nations occidentales. L'ex-militaire précise que ces systèmes ne sont tout simplement pas en mesure d'intercepter cette nouvelle génération de missiles, mettant ainsi en lumière un aspect souvent sous-estimé des capacités militaires en présence. Toute discussion sur le renforcement des défenses aériennes est vaine, insiste-t-il, soulignant le sentiment de désespoir qui peut régner parmi les stratèges militaires. Ce constat soulève des interrogations profondes non seulement sur la sécurité de Zelensky, mais également sur le soutien militaire occidental et ses limites face à l'évolution des technologies d'armement. Les efforts pour fournir une aide militaire substantielle sont donc remis en question, alors que les systèmes de défense semblent inadaptés à la gravité de la situation. Davis va plus loin en affirmant que les militaires eux-mêmes, en coulisses, ont conscience de cette impasse, illustrant ainsi un décalage entre les promesses politiques et les réalités du terrain. La nécessité d'une stratégie militaire qui prenne en compte ces nouvelles menaces est devenue incontournable. Les arguments avancés par Davis font écho à des préoccupations largement partagées par de nombreux experts en défense, qui s'interrogent sur l'avenir de la sécurité de l'Ukraine face à une intensification potentielle du conflit. Les implications de ce discours sont vastes et nécessitent une attention particulière. L'accélération des tensions militaires et la possible inadaptation des mesures Donc la Russie pouvait l'arrêter même, le détruire, l'assassiner. Mais comme c'est les Slaves, Vladimir Poutine a commencé crescendo. Mais je crois que aujourd'hui, les Européens, les Américains sont en train de vexer Vladimir Poutine avec tout ce que Donald Trump a fait faire au Venezuela, avec ses menaces contre le Cuba, avec les pétroliers russes qu'il a arrêtés. Bon, il faut dire que les Russes aussi ont riposté. Une douzaine de pétroliers américains ont été arrêtés. Conséquent, les Américains ont libéré les pétroliers américains. Les Américains ont libéré les pétroliers russes. Et même, c'était un membre de l'équipage chez des autres pétroliers fantômes que les Américains avaient saisis. Donc, le message est clair. Vous nous respectez, on vous respecte. Vous ne nous respectez pas, nous allons vous montrer que vous êtes forts et nous on est forts et on peut vous faire très très mal. Mesdames, Messieurs, un basculement discret vient d'avoir lieu. Sans alerte, sans sirène, sans déclaration tonitruante. Un missile russe a été tiré. Un missile Oreshnik. Pas un drone, pas une roquette. Un vecteur balistique de nouvelle génération.
La frappe a eu lieu dans l'ouest de l'Ukraine, tout près de la frontière polonaise, à quelques kilomètres de l'OTAN. Ce détail change tout, car la Pologne, ce n'est pas l'Ukraine. La Pologne, c'est l'Alliance Atlantique. C'est la ligne de contact direct entre la guerre contenue et la guerre élargie. Selon l'AFP, Kiev parle d'escalade majeure. Selon la BBC, c'est une démonstration de force stratégique. Selon Axios, ce tir complique sérieusement les discussions en cours. Mais le fait le plus troublant n'est pas militaire, il est diplomatique. L'Ukraine a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une procédure classique, prévisible, rituelle. La requête est soutenue par 6 pays, la France, le Royaume-Uni, la Lettonie, le Danemark, la Grèce, le Liberia. Un nom manque. Les États-Unis. Silence total. À l'époque de Joe Biden, cela aurait été impensable. Washington aurait coparrainé. Washington aurait mené l'offensive diplomatique. Washington aurait verrouillé le récit. Aujourd'hui, rien. Pas de condamnation publique, pas de soutien officiel à la requête, pas de déclaration ferme. Un vide. Et en géopolitique, le vide est un message. Pendant que l'ONU prépare sa réunion, Kiev gèle. À Kiev, la moitié des immeubles n'ont plus de chauffage. Près de 6000 bâtiments. Température extérieure, moins 8 degrés. Le maire appelle les habitants à partir. Temporairement, dit-il. Mais le mot est faible. Des civils quittent la capitale. Pas à cause d'une invasion terrestre, pas à cause d'un siège, à cause du froid. Et pendant ce temps, les chancelleries parlent. Paris, Berlin et Londres dénoncent une escalade inacceptable. Les mots sont forts, mais les actes manquent. Car sans Washington, le Conseil de sécurité est paralysé. La réunion de lundi est déjà écrite. Un débat, des discours, un communiqué, des phrases prudentes, des formules vagues. Aucune mesure contraignante. La Russie le sait. L'Ukraine le sait. Tout le monde le sait. Alors pourquoi ce tir maintenant? Pourquoi Orechniki? Pourquoi si près de la Pologne? Parce que ce missile n'est pas une frappe ordinaire. C'est un signal. Un signal adressé à l'Europe. Un signal adressé à l'OTAN. Un signal adressé aux États-Unis. Et surtout, un signal après un franchissement. Quelques jours plus tôt, une limite a été frôlée. Une limite absolue. Une ligne invisible. Des attaques ont visé la résidence du président russe, Vladimir Poutine. Dans toutes les doctrines militaires, c'est un tabou. Le cœur du pouvoir, le symbole de l'État, le point de rupture. La réponse russe n'a pas été chaotique. Elle a été froide, lisible, calculée. Orechniki. Et les États-Unis ont compris. C'est pour cela qu'ils se taisent. C'est pour cela qu'ils n'appuient pas la requête. C'est pour cela que la réunion de l'ONU ne produira rien. La guerre continue. Mais une chose a changé. Une ligne rouge existe désormais. Elle n'a pas été annoncée. Elle n'a pas été écrite. Elle a été montrée. Alors pourquoi ce silence américain? Pourquoi ce missile précis? Pourquoi maintenant? Pourquoi si près de l'OTAN? Restez jusqu'au bout. La suite explique tout. Ce qui se joue ici dépasse l'Ukraine, bien au-delà. Orechniki n'est pas une frappe de guerre classique. C'est une frappe de doctrine. Une frappe de rappel à l'ordre. La Russie n'a pas frappé au hasard. Elle n'a pas frappé Kiev. Elle n'a pas frappé l'est du front. Elle a frappé à l'ouest, près de la Pologne. Un endroit choisi, calculé, symbolique. Car la Pologne, c'est la frontière directe de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Un pas de plus, et tout change. Mais ce pas n'a pas été franchi.
C'est là que tout est subtil. La Russie montre qu'elle peut, mais qu'elle se retient. Elle teste, elle mesure, elle observe les réactions et surtout, elle observe Washington. Or, Washington ne bouge pas. Pas de condamnation publique, pas de déclaration martiale, pas de coparrainage à l'ONU. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont compris le message et surtout, le contexte. Quelques jours plus tôt, une limite a été dépassée, silencieusement, dangereusement. Des frappes ont visé la résidence du président russe. Pas une base, pas un dépôt. Le symbole. Dans toutes les grilles stratégiques, c'est une provocation extrême. Un avertissement ignoré. Une ligne rouge touchée. La réponse russe n'a pas été immédiate, ni émotionnelle, ni désordonnée. Elle a été différée, préparée, mise en scène. Oretchnik, un missile qui dit « Nous avons noté ». Et les États-Unis ont compris ce langage. Ils savent ce que cela signifie. Ils savent où mène l'escalade symbolique. Alors ils freinent. Ils laissent l'Europe parler. Ils laissent l'ONU s'agiter. Mais ils refusent d'enclencher la mécanique. Résultat, la réunion de lundi est déjà verrouillée. Un débat, des indignations, un communiqué vide. Aucune sanction nouvelle, aucune contrainte réelle, aucune conséquence. Le cycle repart, mais avec une différence majeure. Selon plusieurs sources diplomatiques citées par la BBC et Axios, les parrains de Kiev ont intégré la limite. On peut frapper des infrastructures, on peut frapper des bases, on peut frapper l'économie, mais pas le cœur du pouvoir russe. Plus maintenant. La ligne rouge existe. Elle n'a pas été proclamée, elle n'a pas été votée, elle n'a pas été écrite à l'ONU. Elle a été montrée par le feu. Et depuis, le ton change. Les gestes se font plus prudents, les silences s'allongent. L'Europe parle fort, mais agit seule. Les États-Unis se taisent, mais arbitrent. La Russie avance, mais contrôle. Et l'Ukraine comprend peu à peu que certaines portes, une fois frappées, ne doivent plus jamais l'être. La guerre continue, oui, mais désormais, tout le monde connaît la limite. Et personne ne veut être celui qui la franchira à nouveau. Alors pourquoi les États-Unis se taisent vraiment ? Pas par faiblesse, pas par oubli, pas par désintérêt. Ils se taisent parce que le risque a changé de nature. Oretchnik n'est pas un simple missile, c'est un balistique. Et un balistique, dans toutes les doctrines américaines, réveille le pire scénario. Quand un missile de ce type tombe à quelques kilomètres de l'OTAN, après que le cœur symbolique du pouvoir russe a été visé, Washington n'entend plus un message politique. Il entend un compte à rebours. Selon plusieurs analyses relayées par Reuters et Axios, le Pentagone redoute une seule chose par-dessus tout, la perte de contrôle de l'escalade. Pas demain, pas dans 6 mois, mais dans la prochaine séquence. Car une condamnation publique mal calibrée, un mot de trop, une posture mal interprétée, peut enclencher une chaîne que plus personne ne maîtrise. Alors les États-Unis font ce qu'ils font toujours quand le risque devient existentiel. Ils parlent en coulisses. Ils coupent le son en public. Ils laissent l'Europe crier. Et eux verrouillent la chaudière. Ce silence n'est pas vide. Il est volontaire. Il est calculé. Il est terrifiant. Car il signifie une chose simple. Nous sommes plus proches du point de non-retour que vous ne le croyez. L'ONU se réunit. Les caméras tournent. Les communiqués tombent. Mais le vrai message, lui, ne passe pas par New York. Il circule ailleurs, dans des canaux fermés, dans des phrases courtes, dans un langage que seuls les stratèges comprennent. La guerre continue, mais désormais, C'est ce type de message que les Américains comprennent. La brutalité, parce que c'est le langage qu'ils maîtrisent le mieux. Vladimir Poutine
a déjà dit à maintes reprises, nous avons les armements que aucun système de défense antiaérienne ne peut intercepter. Il avait parlé de Kinjal. Et aujourd'hui, Oreshnik, c'est la totale. Donc, ce missile qui est... C'est-à-dire que ça pleut comme la pluie. Donc, il part en l'air, après il jette le missile, paf, 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 paf. Et la rapidité. C'est-à-dire que ça dépasse la vitesse de tir d'un missile anti-missile ou de défense anti-aérienne pour intercepter Oreshnik. Il les avait donné un défi. Hein. Il a fait un défi en disant, dites-moi exactement où vous voulez que je frappe. Mettez tous vos systèmes de défense autour de cette cible-là et je frappe. Les Américains avaient compris le message. Vous avez vu aujourd'hui que les Américains ne parlent plus. Ils ont fermé leur bouche, ils ne parlent plus beaucoup. Parce qu'ils ont essayé quelque chose et ça n'a pas donné. Et là, les Russes sont clairs. Vladimir Poutine, c'est un garçon. Nous devrons copier l'exemple de Vladimir Poutine. Préparez-nous à défendre les intérêts de nos nations. That's how you need to go. That's how you have to do. That's the strategy we need to use. Because without which, hey, we'll be lagging behind in everything. Merci beaucoup les amis. À tout à l'heure. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Et si c'est chez nous, Polos Bantu, Awora Matu.